Bien le bonjour, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans ce second épisode consacré à la vie de Raffaello Sanzio. Pour mieux l'apprécier, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à visionner le premier épisode de cette série, découpé comme celui-ci en 4 parties pour votre confort. Merci. Raffaello a seulement 22 ans, mais il est très doué, a déjà mené de nombreux travaux et goûté un certain succès dans la région de l'Ombrie. Son art est marqué par celui de son père, auprès duquel il fit sa première formation, et ne cesse d'évoluer au contact des œuvres de ceux que l'on considère à l'époque comme l'élite artistique de l'Italie, tant il est sollicité pour entreprendre des copies de ce qu'ils ont pu laisser. Toutefois, ces dernières œuvres, tout en continuant de prendre exemple sur ces modèles, tendent à s'en éloigner. Raffaello a entamé son émancipation en développant une peinture très élégante, peuplée de personnages aux actions moins timides que ceux qu'on lui a enseignés, véhiculant des idéaux chevaleresques qui ont recours à des allégories et à des symboles complexes. Grâce au soutien de ses mécènes, sa culture visuelle s'ouvre à d'autres horizons, et il explore plus profondément les motifs antiques, notamment visibles dans le retable Ansi Dei. La scène principale reste habituelle, une Vierge à l'enfant trônant entourée des saints Jean-Baptiste et Nicolaus de Myra. C'est dans le seul élément de la prédelle encore existant que l'héritage se fait sentir. Progression en frise, variété des attitudes, des drapés et des poses qui apportent de la profondeur à l'épisode et aussi de la cohérence. Mais l'Antiquité n'est pas la seule période qui l'intéresse. À regarder ce portrait de jeune homme, bien installé dans l'espace pictural par le biais du parapet placé devant lui, la peinture flamande de son temps constituait elle aussi une référence. La critique veut y voir le futur cardinal Pietro Bembo. L'hypothèse est séduisante, car le Vénitien a effectivement séjourné pendant de longues années à Urbino. Seulement, il ne s'y établit qu'en 1506, et à ce moment, il a déjà 36 ans. En aucun cas ce jeune homme ne les a atteints lorsqu'il pose. De plus, son apparence présente de grandes différences physiques avec le visage, même vieillissant, du cardinal, comme le nez ou l'arcade sourcilière. Se pourrait-il que nous ayons alors affaire à un autoportrait ? Cela n'est pas sûr, mais cette simple supposition pourrait témoigner d'une conscience artistique individuelle déjà exprimée par la signature laissée sur la crucifixion mande. Une conscience qui n'attend qu'à s'affranchir véritablement du carcan de l'enseignement pour enfin saisir le fruit de la maturité. Il part donc de Pérouse pour la Toscane et arrive dans la capitale de cette république restaurée, débarrassée des tourments causés par les prêches de Savonarola ou avant cela de la mainmise médicéenne. Piero Soderini, gonfalonier à vie du nouveau gouvernement, et ses conseillers engagèrent 2 entreprises artistiques majeures afin de célébrer le retour de la liberté des habitants de Florence. La première est le colossal David, dégagé du marbre par Michelangelo et placé devant le Palazzo Vecchio pour dissuader quiconque souhaite s'en prendre aux institutions. Raffaello est impressionné par sa musculature puissante, parfaitement perceptible sous sa peau, et par sa posture qui suscite non seulement la force, la stabilité, mais apporte aussi une tension extraordinaire. Cependant, il est surtout subjugué par la confrontation qui a lieu au sein même du Palazzo Vecchio entre Michelangelo et Leonardo da Vinci. Face à face, les 2 rivaux opposent leurs conceptions esthétiques différentes mais spectaculaires. Comme le David, chaque corps de la bataille de Cascina est une démonstration de virilité, mais cette fois presque désespérée par la surprise et l'empressement. De son côté, le groupe central de la bataille d'Anghiari est une confusion exprimant l'enchevêtrement indicible d'humains et d'animaux portés par la furie. Cette vision est un choc pour Raffaello. Vasari rapporte qu'il prit conscience à ce moment que la méthode prodiguée par Perugino, qu'il a pratiquée jusqu'alors, était dérisoire, tape à l'œil, tout juste bonne à impressionner les petites gens de la campagne qui n'y connaissaient rien de toute façon. Là se trouvait la manière à assimiler les styles qui allaient véritablement l'aider à se surpasser. Michelangelo confiera des années plus tard que Raffaello n'a pas hérité de son talent, mais qu'il l'a acquis au prix de grands et nombreux efforts. Ceci révèle 2 choses majeures. D'une part, comme le souligne Vasari, Raffaello était quelqu'un de très intelligent, en plus d'être calme et déterminé. Non content de se rendre compte que l'art qu'il avait suivi était artificiel pour ne pas dire illusoire, il décida, au lieu de plonger dans une profonde mélancolie, de ne pas abandonner. D'autre part, il fit preuve de témérité et démontra son caractère laborieux, car il initia un long processus consistant à se débarrasser le plus possible des habitudes encombrantes de Perugino. Ce n'est vraiment pas simple pour un artiste de se défaire de sa manière de dessiner, c'est même ce qu'il y a de plus difficile. Imaginez-vous, désapprendre et réapprendre l'écriture, forcer le trait de vos nouvelles lettres en allant contre votre naturel. Raffaello redevint donc élève, et dans cette ville qui a vu la Renaissance éclore en Italie, il s'abreuve des exemples prestigieux du siècle précédent.
L'ombre de l'architecte Filippo Brunelleschi, qui a laissé quelques édifices, surplombe encore le tissu urbain avec le célèbre dôme de la cathédrale di Santa Maria del Fiore. Juste à son pied, le Battistero di San Giovanni Battista accueille les portes dorées de Lorenzo Ghiberti. La basilica di Santa Maria del Carmine abrite la Cappella Brancacci, où se déploient les fresques de Masaccio. Une autre du même auteur se trouve dans la basilica di Santa Maria Novella. Il observe dans les niches extérieures de la Chiesa di San Michele les œuvres de Nanni di Bianco, de Verrocchio et de Donatello sur la façade du Duomo, dont il copie par ailleurs le Saint-Jean. Il y a bien évidemment les œuvres de Michelangelo, comme le David, le carton de la bataille de Cascina et le Saint Matthieu inachevé. Mais la référence absolue de Raffaello à Florence reste Leonardo da Vinci. Son séjour florentin va principalement se résumer à une appropriation de sa manière de dessiner et de peindre. Particulièrement impressionné par la bataille d'Anghiari, sa seconde version du Saint-Georges et le Dragon reste un peu figée mais reprend sensiblement la fougue de la lutte pour l'étendard. L'orientation de la monture en est directement héritée. Son corps est moins gros, plus plausible que dans la première version. Cette peinture résulte de la réception l'année même de Guidobaldo Ier de Montefeltre dans l'ordre de la Jarretière, dont nous voyons le début de la devise sur la jambe du saint. Le duc d'Urbino souhaitait l'offrir au roi d'Angleterre Henri VII en remerciement. Ce fut chose faite au cours d'une mission diplomatique menée par le courtisan Baldassare Castiglione. À Florence, Raffaello ne cesse absolument pas de répondre à des commandes sous le seul prétexte de réformer son art, ne serait-ce que par nécessité économique. Comme d'autres artistes avant lui, il opta pour un compromis entre subvenir à ses besoins et poursuivre ses recherches, tout simplement en travaillant à des sujets qui étaient très demandés à l'époque et qui se vendaient facilement. Exemple, de petits tableaux de dévotion. Catégorie à laquelle appartient le Christ bénissant conservé à Brescia, qui réutilise clairement les formules de Leonardo. Certes, bien que ce dernier soit parti pour Milan à la demande des Français, il effectue quelques séjours à Florence de temps à autre, afin de ne pas abuser de la générosité de la République, qui, confiante, lui avait accordé, je le rappelle, un congé de 3 mois sur le chantier de la bataille d'Anghiari, si elle avait su. Ceci permet à Raffaello de multiplier ses visites dans l'atelier du maître, et d'accéder régulièrement à ses dessins. Il put par exemple y voir les premières ébauches du Saint Jean-Baptiste, le fameux ange de l'Annonciation, qui déteint assurément sur la pose de son Christ. Le faciès rappelle encore son Saint Sébastien, le biceps de son bras gauche est soit trop haut, soit trop bombé, mais ces maladresses sont obligatoires, dans la mesure où Raffaello, pour essayer de sortir des limites qu'on lui a imposées, est encore dépendant de celles-ci et doit les maltraiter. Il se fait violence pour ne pas dessiner comme on lui a dit de le faire. Par conséquent, si l'on juge l'ensemble de la figure, ce biceps est en effet exécuté maladroitement. Néanmoins, il a le mérite d'exister et de faire ressentir une anatomie plus présente que ce que l'on a coutume de voir jusqu'à présent de Raffaello. Il propose une autre voie, un autre modèle de figure. Ce n'est donc pas lui qui est en cause, c'est tout le reste qui jure avec le muscle. Notons aussi le raccourci de la main bénissant, vu par le bas, qui brise le motif de pincement présent dans le Saint Sébastien. Aussi, les effets d'ombre et de volume sont mieux traduits, la technique de Leonardo permettant par de nombreuses couches pauvres en pigments un rendu très fondu de la figure, l'intéressa visiblement au plus haut point. Les couleurs s'en trouvent moins éclatantes, mais aussi plus harmonieuses. Le second sujet prisé à l'époque est celui du portrait. Hormis les fresques du Palazzo Vecchio et le David, une œuvre, plus que toute autre, fascina Raffaello dans le corpus de son nouveau maître, la Joconde. C'est d'abord le sourire plein de vie et l'expression qui attira son attention, puis ce fut cette nouvelle formule de pose du modèle qui l'encouragea à faire de nombreux croquis afin d'en maîtriser toutes les subtilités du langage, notamment la relation proximité-distance et la notion de composition pyramidale. De ce dernier dessin, considéré à raison comme préparatoire, il obtint la Dame à la licorne. À cause des très importants repeints qui la transformèrent en Sainte Catherine d'Alexandrie, sa signification a longtemps été détournée et sa destination demeure inconnue. La restauration de 1935 permit toutefois de faire réapparaître la licorne, symbole de virginité, qui tient étonnamment dans les bras de cette dame. En 1959, à sa place et grâce aux nouvelles technologies, un chien ressurgit, symbole de fidélité conjugale. Il semble que la portraiturée était donc une jeune mariée, mais son identité risque d'être définitivement perdue. Ce triste constat se retrouve pour le portrait que l'on surnomme la Muta, avec d'aussi grandes ressemblances physiques dans le nez, les lèvres ou même les yeux et le contour du visage. Il pourrait s'agir de la mère de Francesco Maria della Rovere, Giovanna Feltria della Rovere.
En outre, la commanditaire du portrait de son fils et du diptyque des saints Michel et Georges. Mais en l'absence de preuves précises, il vaut mieux considérer cette hypothèse pour ce qu'elle est. Cette dame élégante se détache d'un fond neutre et sombre, sans paysage. Raffaello commence à prendre ses distances avec la Joconde. Les multiples modifications qu'il fit sur cette figure la débarrassèrent des mimiques faussement boudeuses de Perugino et la rendirent extrêmement douce, presque naturelle. Nous retrouvons cette sensation dans le célèbre autoportrait qu'il dresse, semble-t-il, en signe de réussite et de satisfaction. Sa pose est directement héritée de la Joconde, mais il prend quelques libertés. L'absence des bras, le fait qu'il soit paré de vêtements sobres, tout comme le fond encore neutre et brun, pour que l'on puisse se concentrer uniquement sur sa figure. Le peintre nous dévoile le visage d'un jeune homme digne, ambitieux et travailleur, qui est parvenu à cette étape à faire sienne la formule du portrait de 3/4. Dans la Donna Gravida, qui, comme son nom l'indique, représente une femme enceinte, il inverse par exemple pour la première fois la composition complète de Leonardo. Il put la proposer pour le marchand opulent Agnolo Donne. L'homme se présente avec une posture aisée et confiante, le coude disposé sur la balustrade d'un balcon. Son regard est direct, il est visiblement fier de pouvoir se placer aux côtés de son épouse, Maddalena. L'attitude réservée de cette dernière, appuyée par un regard fuyant, respecte un code très strict appliqué aux femmes. Comme la Joconde, ses bras croisés mettent de la distance avec le spectateur et l'empêchent de s'approcher davantage. Le fait qu'elle ne confronte pas directement les yeux de la personne qui l'observe empêche cette même personne de la percevoir comme une femme effrontée, trop prétentieuse ou encore provocante. Quelle que soit l'époque, le jugement de la gente féminine est décidément très dur. Les deux tableaux ne doivent pas être placés immédiatement côte à côte car ils ne se font pas directement suite dans le paysage, même si l'on note une continuité évidente. Ceci pourrait représenter la distance qui pouvait exister chez les époux de classe aristocratique. Un tel couple se formait bien plus souvent par intérêt économique, politique ou par un désir d'ascension sociale du parti masculin, comme c'est le cas ici, que par sentiment amoureux. Ce n'est pas un mariage de cœur, mais de raison.